Bonjour. Ça fait assez longtemps que je ne me suis plus présenté devant vous avec auréolé, je dirais, de photos que j'ai prises de tableaux dans les musées les plus lointains. Et aujourd'hui, ma démarche est différente. Regardez, je porte un t-shirt où il y a écrit Resistencia et que j'avais acheté à Buenos Aires, je crois que c'était en 2012. Et à une époque où ma santé périclitait sérieusement, j'avais à peu près plus de cartilage dans les hanches, et j'ai quand même été en Argentine, et même dans les Andes, jusqu'à 4000 mètres d'altitude, au point que mon médecin m'avait dit que j'étais une énigme médicale. Pour moi, c'était plus que vouloir être une énigme ou quoi, c'est une attitude oui, devant la vie, de résistance, d'où ce t-shirt que j'ai acheté dans une officine où on faisait aussi des t-shirts à l'effigie de Che Guevara, évidemment, le grand Argentin, et ça m'avait paru sympathique. Donc, je suis un résistant, mais encore faudrait-il dire de quoi. Toute ma vie, j'ai résisté à la bienséance, au confort général, sans être vraiment en termes hostiles avec ce milieu. Je me disais, bien, s'ils veulent avoir une maison avec piscine et 3 voitures et 45 télévisions, je peux, moi, vivre plus sobrement. Et j'ai même, dans ce milieu-là, rencontré des personnes qui étaient de vraies personnes. J'ai déjà présenté dans de différentes vidéos la personnalité de Hélène Delvaux de Fanf, qui était une aristocrate. Et Dieu sait que j'avais un préjugé défavorable vis-à-vis des aristocrates, parfois justifié, et pas dans son cas, parce qu'elle s'est avérée une amie loyale, une femme qui défendait les moins fortunés, qui réagissait à chaque catastrophe dans le monde en proposant son aide sous une forme ou une autre. Et ce qui prouve bien qu'on peut atteindre au nirvana même quand on porte un tailleur Chanel, comme j'ai coutume de dire. Mais moi, je porte pas de tailleur Chanel, je suis toujours en t-shirt ou souvent devant vous en yukata, qui est une sorte de kimono d'intérieur. Et ma résistance, donc, elle est de cet ordre-là. Elle résiste à cette espèce d'empattement social qui se fait toujours au détriment des classes les plus défavorisées. Alors, mon empattement social existe aussi, je l'avoue, mais selon moi, avec une certaine sobriété. Il en va différemment sur le plan de la créativité ou de la pensée. Récemment, j'ai écrit un petit texte sur Facebook qui s'intitulait La Branlette et qui est une réflexion autour du fait que le marquis de Sade se masturbait effectivement du fond de sa cellule, car il a passé sa vie en prison. Et au vu aussi donc de ses geôliers. Et j'ai eu l'outrecuidance de comparer cette espèce de manque de pudeur aux émissions de petits textes ou vidéos sur Facebook, en pensant vaguement à une personne que je n'avais pas nommée, mais qui s'est reconnue et qui depuis m'a injurié
et jeté dehors du commerce qu'il dirige. Ce qui était surprenant, c'est qu'un an avant, je l'avais mis sur mon testament. Je croyais que c'était quelqu'un d'authentique et de sincère. Et il apparaît donc il porterait plus sûrement un nez de clou. Eh bien, j'ai appelé ma notaire, je lui ai dit, écoutez, je voudrais ajouter un codicille à mon testament qui raie de la liste de mes héritiers la personne en question. Et voilà, il lui en coûtera environ 20 000 $. C'est payer cher quelques insultes dont il m'a gratifié. C'est aussi une forme de résistance. J'ai une norme d'authenticité dans la vie. On me l'a souvent reproché. Quand j'étais en formation en psychothérapie, j'avais une de mes formatrices qui a été même, comment dire, j'ai fait une thérapie didactique avec elle aussi, qui était une personne remarquable, s'appelait Janine Corbeil, à qui je rends hommage ici. Et Janine Corbeil me disait, oh, oh, monsieur Finn, vous avez une norme d'authenticité, s'il vous plaît. Et je lui ai dit, eh bien oui, j'ai une norme d'authenticité. Je ne peux pas me satisfaire que chacun, sous prétexte d'en être où il est dans son évolution, me joue et se joue la comédie à tout bout de champ. Ça finit par m'impatienter. De sorte que j'ai résisté à ça aussi. J'ai annoncé même sur Facebook des ménages où j'ai supprimé des soi-disant amis qui n'apportaient rien comment dire, à ma consultation de ce milieu social. Donc, j'ai cette norme d'authenticité, elle fait partie de ma résistance. Ou bien, vous pensez une chose et vous la dites, et aussi c'est un acte, vous le faites. Ou bien, vous fermez votre gueule. Mais ceux qui pérorent aux tasses de café ou Dieu sait où, sur toutes les choses magnifiques qu'ils vont faire, de toutes les prédictions qu'ils font sans avoir aucun outil pour pouvoir les faire, ça m'impatiente jusqu'à l'agacement. Il s'ensuit évidemment beaucoup plus de solitude. Ça non plus, c'est pas tellement gai, mais à la limite, je crois que j'aime mieux la solitude que de devoir me soucier de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement sous la couche de maquillage des gens à qui je parle. Il y a encore une forme de résistance à laquelle je voudrais faire allusion. C'est au niveau des idées. En Europe, on se préoccupe du sort de la Grèce. Au Québec, on se préoccupe du sort du Québec dans de minuscules officines, semble-t-il. Car je pense que le projet de souveraineté du Québec, qui en soi m'est sympathique, moi, il m'était surtout sympathique parce que j'y voyais peut-être une occasion de rétablir la langue française au Québec. Mais ça n'est, et de toute évidence, pas le projet même de ceux qui se disent souverainistes. Ils sont très contents avec une langue dont toutes les structures grammaticales sont anglaises et c'est donc une sorte de créole. J'ai écrit un texte qui paraîtra jamais puisque
il est lié à l'éviction dont j'ai été l'objet. Mais je disais dans ce texte qui s'appelle le menu chinois du Québec, que le, le Québec a très peu de chances d'accéder à la souveraineté et qu'il parle une sorte de créole. Euh, à- alors, chez les Papous, le créole est devenu ce qu'on appelle le pidgin English, et au Québec, c'est le joual, qui est le mot québécois pour dire cheval, n'est-ce pas? Alors, bon, il y a de l'anglais pigeon en Papouasie et du français cheval au Québec. Et mon fils serait content parce qu'il aime beaucoup les chevaux, il en possède 2. Et moi, tant que, disons, j'étais salarié dans une école pour donner des cours et que je devais m'adapter au joual, j'ai fait mes cours en joual, ou en tout cas en un français facilement accessible pour ceux qui parlent les joual. Mais maintenant que je suis à la retraite depuis fort longtemps de l'enseignement et même des autres activités que j'ai eues par la suite, le, le joual ne me tente plus. J'ai plus tellement envie de le parler, sauf parfois pour, euh, pour m'en amuser ou quoi, mais je préfère parler un français qui reste un français avec un accent belge dont je n'ai pas à rougir et qu'apprécient mes vrais amis. Et donc, il faut bien dire que on a du mal à penser à un Québec souverain quand on arrive en avion à Montréal, on voit de l'avion, qu'on arrive à la rive sud ou la rive nord d'ailleurs, on voit toutes ces piscines. J'ai jamais vu une ville où il y avait autant de piscines alentour comme ça. Tous ces ronds bleus, hein, si vous arrivez en été évidemment, tous ces ronds ou rectangles bleus, et vous dites, mince alors, ici, il y a un très grand nombre de gens qui ont des piscines, et alors que ailleurs dans le monde, les gens qui sont dominés par une autre nation n'ont tout simplement pas de quoi manger. Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui a un pavillon, comme on dit en France, ou une maison au Québec, avec piscine, garage, avec 2 voitures, 2, 3 télés, je ne sais quel autre euh, objet électronique dans la maison, des téléphones sûrement, et des tablettes, allez savoir. Eh bien, pourquoi irait-il chercher le fusil qui est accroché au mur ou en dessous de son matelas pour aller faire la révolution? Il n'a aucune raison de le faire. Il est pourri gâté, même si il n'a effectivement pas la dignité et la réparation euh, à laquelle il a droit suite aux exactions que les anglophones ont perpétrées au Québec pendant des décennies et des siècles. Mais il y a un nouveau phénomène, c'est que le Canada est une terre d'immigration. Alors le Québec a essayé que l'immigration au Québec soit une immigration de type francophone, donc des gens qui viennent éventuellement du Maghreb, du Liban, d'Afrique noire, où déjà ils parlent français. Mais il semble pas que cette immigration verse dans le camp de la souveraineté. Ce qu'a bien compris, semble-t-il, le premier ministre du Québec qui
parle d'encourager encore l'immigration au Québec, et donc on va voir davantage de personnes qui vont peu à peu diluer en fait le pourcentage de gens qui seraient prêts à voter pour la souveraineté du Québec. Alors, je ne sais pas. Pour moi, c'est un combat d'arrière-garde et que je ne sache pas que l'arrivée sur la scène politique de Pierre-Carl Pellado y change quoi que ce soit. Pierre-Carl Pellado est un immense homme d'affaires et comme tel, il veillera à ses intérêts avant tout. Et je ne pense pas qu'il va mettre toute son énergie à conduire le Québec à son indépendance. Voilà pourquoi moi je ne suis pas en résistance par rapport à la souveraineté du Québec. Elle me ferait plaisir. Dans mon premier séjour au Québec, de 70 à 82, j'étais tellement intéressé que, bien que non encore canadien, j'ai été voté pour les élections il y a des élections et puis il y a eu comment, le mot m'échappe là, comme il vient d'y avoir en Grèce, en Suisse on dit des votations, le mot m'échappe. On répond oui ou non à une question et voilà, j'ai toujours voté dans le sens de la souveraineté du Québec. À l'époque, évidemment, il y avait René Lévesque, il y avait son équipe. Quand on pense le premier gouvernement du PQ, les individualités remarquables qu'il y avait. Mon ministre de l'Éducation à l'époque, Jacques-Yvan Morin, Camille Lorrain, tout ça, c'était une équipe extraordinaire et d'ailleurs qui ont conduit le Québec à un référendum, voilà le mot que je cherchais, qui a raté de très peu aux grandes dames du pauvre Monsieur Parizeau qui était alors Premier ministre et qui avait compris que l'immigration est un phénomène de dilution. Et là, il était encore relativement peu important. Je ne pense pas qu'une telle situation se reproduise pour toutes les raisons que j'ai dit. Et donc, j'ai cessé de m'intéresser à ça. Et ma résistance consiste maintenant à cette partie d'échec insensé avec la mort, puisque j'aurai la semaine prochaine 77 ans. Une santé, comment vous dire, je suis en bonne santé, ma tête va plus ou moins bien, tous mes organes ne donnent pas vraiment d'inquiétude. La seule chose où je suis terriblement affecté, c'est ma mobilité. Et Dieu sait que j'en souffre parce que je suis un voyageur dans l'âme. Et donc, ma résistance est aussi de ce côté-là. C'est-à-dire, je sais que c'est un combat perdu d'avance, mais au moins l'affronter comme un guerrier. Là, je sais que le maréchal disait que je ne sais plus quelle sorte de militaire, à quelle sorte de militaire il faisait allusion, mais il disait que si, on va dire un dragon, c'était sûrement pas un dragon, est encore vivant à 30 ans, c'est que c'est un Jean foutre.
Il avait lui aussi une norme d'authenticité, hein, il faut croire. Et moi, je me dis, si vous avez la santé, que vous ne vous livrez pas à cet ultime combat avec la mort, vous êtes aussi un Jean foutre. Et donc moi, j'ai l'intention de porter bien haut mon amour de la vie, et aussi longtemps que je le pourrai, jusqu'à mon dernier souffle. Il n'est pas dit, même dans l'état où je suis, où ma mobilité a encore baissé d'un petit cran, que je ne fasse pas d'autres voyages. Je reviens enfin, c'était au mois de mars, février, mais j'ai fait un voyage à Rome où je suis resté un mois, et je voulais revoir à Rome tout ce qui a pu m'enthousiasmer, m'exciter, me transporter, me porter à des niveaux supérieurs de conscience à toutes les fois que j'ai visité Rome. Alors j'avais du boulot et c'est pourquoi je suis resté un mois. J'ai tout revu. J'ai tout revu de l'église Santa Maria della Vittoria où Sainte Thérèse d'Avila se fait transpercer le cœur par une flèche en or par un ange, jusqu'au Vatican, en passant par quelques trucs même que j'avais jamais vus en plus, notamment le palais Colonna, où il y a une église qui s'appelle, est-ce que c'est Santa Teresa de Jérusalem, une curieuse église pas très loin de Saint-Jean-de-Latran, qui est la troisième grande basilique de Rome quand même, et qui bizarrement fait hôtel. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'église qui, est-ce que c'est l'ancien presbytère ou quoi, je ne sais pas, qui est transformé en hôtel, plutôt chicos, là, et avec des personnages bizarres, au crâne rasé, avec des lunettes roses, très féliniens comme ça, qui, avec une voix doucereuse, vous accueille, que puis-je faire pour vous, tout ça. Et moi, j'ai dit, ah, mais moi, je veux juste visiter l'église et tout. Et une église, finalement, sans grand intérêt, tellement elle a été remaniée. C'est pourquoi on ne la visite pas plus. Mais je suis content quand même d'avoir vu cet hôtel, d'avoir vu un lieu où Fellini aurait pu puiser son inspiration avec des personnages tout à fait étranges comme ça. Voilà. Et mon rapport à l'art est une forme de résistance, donc. C'est-à-dire que j'y trouve un médicament contre le laisser-aller général de la société ambiante. Et on me dit souvent, oh, mais vous n'avez pas l'air d'avoir 77 ans et tout, vous donnerez dans le début de la soixantaine. Je ne sais pas si c'est vrai. Intérieurement, les douleurs que je ressens un peu partout me disent bien, hé mec, tu as 77 ans, hein, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais il est vrai aussi que je reste cabré comme un soldat dans ce combat-là. Et pour tous les autres avatars de l'existence, j'ai tendance à dire que si des chiens aboient, ma caravane va passer en ne leur laissant que ma fiente. Je vous remercie de votre attention. Comme toujours, qui que vous soyez, je vous souhaite les plus agréables choses, surtout en cet été, qui est assez chaud, en Europe comme au Québec. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, elle, pleine d'illustrations. Je vous remercie.